Sud Radio, midi 14h, Alexis Poulain sans réserve. La hausse des tarifs de l'électricité pourrait atteindre en moyenne 1, 2, 3, 4, 17. Enfin voilà, c'est un chiffre qui peut changer. 19%. Nous sommes très proches d'une guerre mondiale. Un dictateur sans élection, Zelensky devrait se dépêcher ou il ne va pas lui rester de pays. J'ai eu une fucking elimination. Mais c'est qui lui? C'est mon nouveau conseiller, c'est Batman. C'est excellent ça, c'est à l'américaine. Annexer le canal de Panama. On va le reprendre. Acheter le Groenland au royaume du Danemark. Les Danois vont se faire à l'idée. Une fois qu'on a niqué les Russes, on s'attaque aux Portos. Pourquoi? Je sais pas, ils m'énervent. Prendre possession de la bande de Gaza, mais sans les Gazaouis. Je ne veux pas faire de l'esprit ou faire le malin, mais ce pourrait être la Côte d'Azur du Moyen-Orient. Et voilà, on va parler bien sûr de cette facture d'électricité qui n'en finit pas de monter avec l'UFC Que Choisir, qui explique qu'en 2026, on va payer sans doute encore plus cher. Fabien Bouglet sera là pour en parler avec nous. On va parler bien sûr de l'Ukraine. Est-ce que c'est bientôt la fin de la guerre? Et est-ce que les États-Unis préparent déjà une nouvelle guerre quelque part ailleurs dans le monde? Avec Régis Le Sommier qui sera notre invité. Et puis, on aura à 13h Chantal Delsol, membre de l'Académie des sciences morales et politiques, qui sort Insurrection des particularités, un livre sur l'éclatement finalement de nos sociétés postmodernes. Voilà de quoi faire tout un programme. On est ensemble jusqu'à 14h sur Sud Radio. 0826 300 300 si vous souhaitez appeler le standard, poser des questions ou réagir. À tout de suite. Alexis Poulain sans réserve, l'invité. On va d'abord parler de cette hausse de la facture d'électricité. L'an prochain, selon l'UFC Que Choisir, ce serait 250 € supplémentaires sur la facture, avec un nouveau mode de calcul du tarif réglementé de l'électricité. Non pas basé sur le coût de production en France, puisque là, on serait quand même bien loti, mais sur le prix de vente sur les marchés de gros, qui est beaucoup plus élevé et plus instable. Alors, les opérateurs de vente d'électricité expliquent que non, c'est pas vraiment ça. Le gouvernement, via la Commission de régulation de l'énergie, explique qu'il y aura des mécanismes qui permettront, mais de toute façon, vous verrez, à la fin, vous paierez plus cher, mais pas vraiment. Bref, pour y voir plus clair, nous avons avec nous Fabien Bouglet, expert en politique énergétique. Vous êtes l'auteur de Guerre de l'énergie aux éditions du Rocher. Est-ce que vous pouvez nous en dire plus? Bonjour. Bonjour Alexis Poulain. Oui, je peux vous en dire plus parce que cela fait des années que dans mes publications, j'annonce l'augmentation inéluctable de la facture d'électricité des Français et des entreprises. Donc, ça n'est pas une surprise. Et non. Cette facture d'électricité qui augmente, on va dire, depuis 5 ans à peu près, depuis la crise Covid. On va dire depuis 2021. Le gros problème, et il faut bien l'expliquer, l'augmentation de la facture d'électricité n'est pas un problème technique conjoncturel, n'est pas dû à la guerre en Ukraine, n'est pas dû à Vladimir Poutine. Elle est due exclusivement aux décisions politiques d'Emmanuel Macron et du gouvernement. Ouais, il faut quand même le dire, la responsabilité de la progression des factures d'électricité des Français, des entreprises ou des particuliers, et de la seule responsabilité d'Emmanuel Macron et du Premier ministre, et des premiers ministres successifs, et des ministres de l'énergie successifs, et des ministres de l'écologie successifs. C'est eux qui portent la responsabilité de cette augmentation. Je le dis d'autant plus qu'il y a 2 mois, le 1er décembre de 2024, avec 10 anciens dirigeants d'EDF, de la filière énergétique, nous avons publié dans Le Point un j'accuse énergétique s'intitulant « Nous dénonçons ». Dans Le Point, où nous expliquions que si nous continuions cette politique énergétique désastreuse pour la France, et je vais expliquer pourquoi et comment cette augmentation a lieu, eh bien nous allions avoir une augmentation inéluctable de la facture. Mais ça n'est pas anodin, Alexis Poulain, cette augmentation. Ça plombe le pouvoir d'achat de nos concitoyens, et en particulier les plus pauvres, les plus nécessiteux, et ça plombe la compétitivité de nos entreprises. Donc cette responsabilité est extrêmement forte. Alors, maintenant, vous allez me demander pourquoi ça augmente. Oui, pourquoi ça augmente et pourquoi les choix politiques sont toujours des mauvais choix politiques en matière d'énergie. Non mais c'est une catastrophe. Tout ça est lié au en même temps énergétique d'Emmanuel Macron. C'est la conséquence du en même temps énergétique. Il faut comprendre que la facture d'énergie des Français, d'électricité est décomposée en 3. Vous avez le coût de l'électricité qui dépend de plus en plus du marché de l'électricité et du marché européen de l'électricité.
Vous avez la fiscalité, la deuxième partie, qui est liée au financement des énergies intermittentes, c'est-à-dire des subventions aux éoliennes et aux panneaux solaires. C'est le deuxième tiers. Et vous avez un troisième tiers, qui est le TURP, qui est la taxe de raccordement des énergies et RTE et Enedis. RTE, c'est les lignes à haute tension. Enedis, c'est la distribution aux consommateurs, ont annoncé 200 milliards d'adaptation des réseaux, dont on peut évaluer à 60% le fait d'adapter les énergies intermittentes éoliennes et panneaux solaires au réseau électrique nucléaire que nous avons. Donc vous avez la facture d'électricité dépend des 3 variables. C'est-à-dire que par exemple, on a eu, il y a quelques mois, une annonce que la facture d'électricité allait baisser. La patronne de la CRE, Commission de régulation de l'énergie, qui est à peu près l'ARCOM de l'énergie, la même chose, nous a annoncé une baisse. Pourquoi il y a une baisse ? Parce que le tiers correspondant aux subventions aux éoliennes n'a pas fait l'objet de budget. C'est-à-dire qu'on n'a pas pu facturer sur le consommateur la fiscalité liée aux subventions aux éoliennes. Ce qui fait que les 4 à 5 milliards d'euros qu'on doit donner aux exploitants éoliens ou aux panneaux photovoltaïques, eh bien, sont financés par le budget de l'État, par de la dette. Le TURP, lui, augmente inéluctablement tant que vous mettez des éoliennes et des panneaux solaires supplémentaires dans le réseau. Et Emmanuel Macron a annoncé 5000 éoliennes en mer supplémentaires et des panneaux solaires en voiture, en voilà. On aura une augmentation du TURP, de la taxe de raccordement. Donc, le TURP augmente inéluctablement. La TIFCE, la taxe sur les éoliennes et les subventions aux éoliennes, augmente inéluctablement. Cette année, ça a baissé parce que ça n'a pas été voté dans le budget. Et puis, le tiers correspondant à la facture d'électricité à proprement parler dépend des marchés. Et avec la disparition de l'AREN, la Commission de régulation de l'énergie a donné une part plus importante à la spéculation financière sur l'électricité. On va être très clair, Alexis Poulain. La facture d'électricité des Français augmente du fait de la spéculation financière sur le coût de l'électricité. Alors même que EDF vend son électricité à l'étranger, pourrait faire de super profits, et les Français pourraient bénéficier d'une électricité peu chère en réalité, si les choix politiques étaient les bons. Exactement. Il faut comprendre une chose. Le coût électrique des centrales nucléaires est totalement amorti. Nos centrales nucléaires ne coûtent rien. Ce qui fait que le coût cash, ça veut dire le coût de production d'un mégawattheure est de 33 € le mégawattheure. Le problème, c'est que, en fait, notre électricité d'origine nucléaire est mutualisée dans le marché européen de l'électricité avec les Allemands. Et que les Allemands, eux, comme ils ont supprimé le nucléaire, ils utilisent des centrales à gaz ou des centrales au charbon pour compenser au moment où les éoliennes et les panneaux solaires ne tournent pas. Le problème, c'est que ces derniers temps, ces derniers mois, il y a eu un phénomène en Allemagne où vous avez eu une baisse des vents et du soleil historique, ce qui fait qu'on a eu à tour de bras les centrales électriques au gaz et au charbon qui ont été lancées. Et de ce fait, comme le marché européen de l'électricité est indexé sur l'unité de production la plus chère, à savoir le gaz ou le charbon, eh bien l'explosion du prix de marché en Allemagne contribue à une augmentation globale de la mutualisation du marché européen de l'électricité, phénomène qui explique d'ailleurs pourquoi les pays baltes qui se sont déconnectés au marché électrique biélorusse et russe ont vu leur facture exploser dès le lendemain de l'introduction dans le marché européen de l'électricité. x2 en 24 heures grâce à Ursula von der Leyen et à ce choix merveilleux de rejoindre l'Europe. C'est merveilleux. Et la Norvège, la ministre norvégienne, s'est insurgée de ce phénomène parce qu'évidemment le Norvège a exactement le même phénomène. Et en fait, il faut bien comprendre, et c'est ce que nous avions dévoilé avec, je parle des anciens dirigeants de la gouvernance énergétique française. Je parle d'Henri Proglio, je parle d'Hervé Macheneau, je parle d'André Merlin, l'ancien patron de RTE, fondateur de RTE, je parle de Louis Gallois, je parle de Bernard Accoyer, je parle de personnes qui ont une forte expertise et qui connaissent la gouvernance de notre système énergétique. Eh bien, nous avions dénoncé, nous continuons à dénoncer ce mécanisme politique terrible, parce qu'il n'y a pas de négociation. Le problème, c'est que la France se laisse faire complètement
Alors, on dit souvent il faut quitter le marché européen de l'électricité. Parce que c'est le cas de l'Espagne, du Portugal qui ont droit à des aménagements. C'est pas tout à fait ça. En fait, l'Espagne, le Portugal n'a pas à proprement quitter le marché européen de l'électricité. Il y a toujours des échanges. Il faut comprendre une chose. Le marché européen de l'électricité, c'est le marché des importations et des exportations d'électricité qui ont lieu chaque jour. Il s'avère que grâce à ce marché de l'électricité, la France a exporté pour 5 milliards d'euros d'électricité aux pays voisins. Donc 5 milliards qui contribuent à la baisse de notre déficit commercial. Il faut bien en avoir conscience. Le problème n'est pas là. Le problème, c'est que la France, l'Espagne et le Portugal ont obtenu des dérogations dans le mécanisme d'évaluation du marché européen, pas dans la sortie du marché européen. Et ce que nous dénonçons et ce que nous voulons depuis des mois, c'est modifier les règles d'évaluation de l'intervention de l'électricité d'origine nucléaire française dans le marché européen de l'électricité. En fait, c'est un phénomène tout simple que vous allez comprendre. L'électricité nucléaire française est discriminée par rapport à l'électricité d'origine éolienne et panneaux solaires. En fait, les panneaux solaires et les éoliennes arrivent en priorité dans le réseau électrique. Et en fait, ça contraint à baisser notre production nucléaire, mais ça a aussi des impacts globaux sur le marché européen. Mais justement, quelle est la part en pourcentage du renouvelable, du charbon, du gaz ou de l'électrique sur ce marché de l'énergie européen ? Alors ça, c'est difficile parce que ça dépend de chaque pays. Il faut avoir une analyse européenne. Ce que je peux vous dire... En gros, là, ce que vous dites, c'est qu'il y a un malus au nucléaire. C'est ça, exactement. Globalement, il y a un malus au nucléaire et qui favorise la priorité de réseau des éoliennes et des panneaux solaires. Mais comme il y a les éoliennes et les panneaux solaires arrivent prioritairement et que cette électricité est subventionnée, c'est-à-dire qu'on met prioritairement de l'électricité subventionnée et qui coûte aux Français par la TIFCE, c'est-à-dire la taxe des éoliennes, c'est au détriment d'une électricité qui ne coûte rien, qui est amortie, qui a un coût dérisoire, si vous voulez, dans le réseau. Et même pire, quand on baisse la production nucléaire dans le réseau électrique français vis-à-vis de l'Europe, eh bien, vous avez un coût de non-production. Donc, ça augmente le coût. Et tous ces phénomènes, si vous voulez, tous ces phénomènes globaux, c'est vraiment multifactoriel. J'essaie de résumer pour que les auditeurs comprennent bien. Tous ces mécanismes multifactoriaux font qu'à la fin, eh bien, en fait, c'est la France qui pâtit dans le marché européen de l'électricité. C'est-à-dire que la France est discriminée et l'Allemagne n'a pas intérêt à supprimer cette discrimination parce qu'évidemment, l'Allemagne, consommateur de gaz et de charbon, profite considérablement de cet avantage et mutualise notre électricité. C'est-à-dire que le paradoxe incroyable des Allemands, c'est que les Allemands sont anti-nucléaires, ont tout fait pour contribuer à la baisse du nucléaire français, mais profitent financièrement du nucléaire qu'on exporte à l'Allemagne. Vous voyez, c'est l'incroyable paradoxe, et c'est là-dessus que le politique a des réponses et peut négocier à Bruxelles, c'est tout. Mais il n'y a pas de volonté de négociation. On voit bien que les Français se font manger tout cru par le partenaire allemand, que ces tarifs réglementés de vente d'électricité, finalement, sont des usines à gaz pour faire payer le consommateur final toujours plus cher. On nous avait promis avec les nouveaux opérateurs que les prix allaient baisser. C'est faux, ils augmentent. Et alors qu'on a un champion de l'énergie nucléaire en France, eh bien, il est handicapé par des règles décidées par des décideurs politiques qui choisissent toujours, et c'est ça qui choque finalement, de faire payer les entreprises et les consommateurs français. Ça n'a aucun sens. Mais ça n'a aucun sens, mais en fait je le dénonce depuis des années dans mes livres et dans mes interventions. Il ne faut pas oublier qu'il y a des opérations d'ingérence allemande en France. On a encore au ministère de l'écologie, au sein de la Direction générale de l'énergie et du climat, c'est-à-dire l'État profond chargé de notre politique énergétique, on a un lobby allemand qui s'appelle l'OFATE, l'Office franco-allemand de la transition énergétique, qui est un lobby éolienne et gazier, qui est situé dans les locaux de la DGEC, c'est-à-dire vous imaginez, on a un lobby allemand dont le siège hébergé est à Berlin, au sein du ministère de l'Industrie, et dans le bureau est au ministère de l'écologie, et pire, le directeur de ce lobby
dispose d'un email avec l'indicatif écologie.gouv.fr. C'est merveilleux. Mais une sorte d'onction étatique au sein même de notre gouvernement. Comment voulez-vous, si vous voulez, avec des ingérences aussi fortes au sein de notre système énergétique, que nous ne soyons pas démunis lorsqu'il y a des guerres informationnelles et des guerres d'ingérence pour déstabiliser notre système énergétique. Mais c'est pire que ça. On a appris aussi que la Commission européenne avait financé des lobbies écologistes en amont de la même chose. En fait, vous avez la Commission européenne qui finance des ONG prétendument écologistes, qui sont en fait des ONG antinucléaires décroissantes, pour qu'elle fasse le lobbying auprès des députés européens. C'est-à-dire qu'en fait, vous avez un exécutif qui finance des lobbies extérieurs. Et c'est exactement la même chose en France avec l'OFATE, puisque l'OFATE est financé, ce lobby allemand, par le ministère de l'écologie. C'est-à-dire qu'on a un ministère qui finance un lobby qui fait des opérations contre les intérêts supérieurs de notre pays. Et c'est ce que l'on dénonce. Et il faut comprendre, en fait, que ce qui est très grave, en réalité, c'est que notre système énergétique est complètement infiltré, par exemple, si vous prenez l'ADEME, par exemple, par des antinucléaires, et que ce sont ces opérateurs qui agissent au sein du gouvernement, à la Cour des comptes, à la Commission de régulation de l'énergie, qui en fait maintiennent coûte que coûte un système qui nuit aux intérêts de la France. Mais c'est d'ailleurs Emmanuel Macron qui était issu de toute cette idéologie qui, dès son premier mandat, avait pour objectif de fermer les centrales nucléaires françaises les unes après les autres, et à cause de la guerre en Ukraine, a dû revoir complètement ses objectifs. Enfin, le pilotage stratégique de l'État est calamiteux, et ça malgré les alertes lancées par les responsables du secteur. Vous-même, il y avait Monsieur Proglio, les anciens directeurs d'EDF, qui disent mais on marche sur la tête, c'est fou de faire ça, et pourtant on a cette caste d'État qui continue malheureusement. Oui, c'est-à-dire que si vous prenez par exemple la Commission de régulation de l'énergie, qui est l'ARCOM de l'énergie, elle est dirigée par Madame Wargon, qui est l'ancien ministre de l'énergie du gouvernement précédent. Comment voulez-vous qu'elle soit indépendante? D'ailleurs, elle véhicule une propagande pro-éolienne antinucléaire dans les syndicats de promoteurs éoliens en toute impunité, alors que normalement elle est indépendante, responsable d'une autorité indépendante. La Cour des comptes qui a rendu un rapport scélérat il y a quelques semaines en disant que la France n'était pas prête sur son énergie. Au cœur de la Cour des comptes, vous avez François Brottes, qui est conseiller maître en service extraordinaire, qui est le député qui a été le maître d'œuvre de la politique antinucléaire et pro-éolienne en France. Vous avez donc, comme ça l'ancien bras droit de Dominique Voynet, par exemple, qui est à la Cour des comptes. Il y a beaucoup de noms effectivement à citer. On va devoir s'arrêter là, Fabien Bouglet. Merci beaucoup pour ce point ô combien éclairant sur ce tarif de l'électricité du fait des choix délétères des politiques. Je rappelle, vous êtes l'auteur de Guerre de l'énergie aux éditions du Rocher. On en reparlera bien sûr de ce tarif de l'électricité qui n'en finit pas d'augmenter. On va marquer une courte pause et se retrouver pour un édito où on va parler encore, de Donald Trump. À tout de suite. Alexis Poulain, sans réserve, l'édito. Et attention, Donald Trump a publié sur son réseau à lui, Truth Social, une sorte de X Twitter spécial pour Trump, une vidéo entièrement faite par image de synthèse par l'intelligence artificielle de sa vision de Gaza. Et on peut parler d'une vision d'horreur, ou plutôt une vision obscène après les horreurs qui se sont passées à Gaza, comme si les morts n'avaient pas eu lieu, comme si la guerre n'avait pas eu lieu. Il publie ça le jour des obsèques de la famille Bibas en Israël, qui ont été tués le 7 octobre, avec des images incroyables. Lui dansant avec une danseuse du ventre, des hommes barbus avec des seins faisant la danse du ventre sur une plage, des ballons Donald Trump, des statues en or immenses de Donald Trump, le Trump Gaza Tower. Vous avez même lui et Netanyahou en maillot de bain au bord d'une piscine. Elon Musk, son pote, en train de manger des falafels ou des burgers, on ne sait pas. Et tout ça avec cette musique
musique entraînante, comme si tout ça était possible, comme si, sorti de l'imaginaire ô combien disjoncté de cet homme qui se prend sans doute maintenant pour un dieu, tout serait possible. Alors, les mots manquent tant cette vidéo est là pour provoquer, mais peut-être que lui prend ça au premier degré, parce que c'est son plan, faire de Gaza Dubaï, de l'argent qui coule du ciel et un mauvais goût clinquant, là où des familles, là où des enfants, là où des hommes, des femmes ont perdu la vie, ont perdu tout, et pourtant lui, il voit du business, de l'argent et la suite. Alors, c'est vrai qu'on peut se demander jusqu'où ça va aller. Chaque jour, une provocation. Le golfe du Mexique, le Groenland, Gaza, l'Ukraine et son dictateur, et ça continue. Eh bien, je ne sais pas, mais cette vidéo, pour moi, c'est quand même la limite de l'acceptable, et pourtant, ça continue de troller comme si c'était normal. Alexis Poulain, sans réserve, l'invité. Et notre invité pour parler de Donald Trump, mais pas que, c'est Régis Le Sommier, reporter de guerre, directeur de la rédaction d'Omerta. Bonjour. Bonjour Alexis. Alors vous avez suivi avec intérêt la visite d'Emmanuel Macron à Washington. Il a été reçu sur un strapontin par Donald Trump, où il a acquiescé à peu près à tout ce que disait Trump, alors qu'à la base il y allait pour dire: écoute Donald, ça c'est pas toi. Il faut que tu parles quand même maintenant à Vladimir de manière un peu cash. Oui, ça c'est ce qu'il avait dit avant. Ça c'est ce qu'il avait dit avant lors de son live TikTok. Ouais. Et puis après, sur place, c'était un peu oui, je suis un peu pas d'accord avec Donald, mais quand même. Oui, tout a été analysé, scruté, regardé. Ouais. Mais voilà, il a fait du Macron. Oui, je dirais que dans cet exercice, il est quand même pas mauvais. Ouais. Dans l'exercice de la camaraderie, il l'avait fait aussi avec Zelensky, avec des accents plus. On se souvient, un camarade de tranchée, vous savez, oui. Ouais. Il sait faire. Et d'ailleurs, Vincent Hervouet avait eu cette phrase incroyable de dire pendant 3 ans on a joué à la guerre, c'était vraiment ça, et on l'a perdu. Et donc malheureusement aujourd'hui, l'alignement est évident. Et ce qui est assez incroyable, c'est qu'Emmanuel Macron est capable de dire parler de négociations ou conduire des négociations, ça veut dire capituler une semaine, et puis la semaine suivante s'incliner et dire les hostilités vont cesser dans quelques semaines probablement. Enfin, pratiquement reprendre le langage de Trump. Moi, j'ai fait un tweet le lendemain parce que j'avais l'impression que Macron annonçait des choses que Trump nous avait annoncées la veille. Oui, mais c'est ça en fait qui est incompréhensible. On est dans le en même temps macroniste qui est toujours le même. Aujourd'hui, il y a une visioconférence avec les pays européens qui vont débriefer cette rencontre de Macron et Trump. Demain, c'est Keir Starmer, le Premier ministre britannique, ultra belliqueux, pour le coup totalement russophobe, qui veut aller jusqu'au bout et débouter Poutine du Kremlin, qui sera reçu à la Maison-Blanche, puis Zelensky qui est censé également se rendre à Washington. L'objectif de Trump, c'est clair, c'est la paix, le plus rapidement possible. L'objectif des Européens, c'est pas vraiment ça. Non, on a même entendu des choses. Enfin, on voit aussi Madame von der Leyen, faut pas l'oublier, qui elle parle justement de durcir de nouveaux trains de sanctions, parle d'armes. Donc il y a quelque chose, il y a une sorte de dissonance, je vais dire cognitive actuellement entre les différents leaders. Je pense tout simplement parce que pour moi le train américain, enfin la locomotive américaine qui nous amenait dans la guerre en Ukraine, elle s'est arrêtée et le train il continue. Et nous on est toujours dedans, en sachant pas s'il faut en sortir, s'il faut l'arrêter, s'il faut finalement nous-mêmes prendre les commandes et le relais. On a une Europe complètement divisée, avec même des Polonais qui disent qu'il faut pas envoyer de troupes et des Anglais qui, selon leur vieille lubie historique, parce que pour moi ça reste l'affrontement de l'empire militaire contre l'empire continental. C'est toujours la même histoire avec les Anglais, vous savez, on s'allie avec un empire continental pour en enlever un autre au travers de l'histoire. Et puis il y a tout ce grand jeu pour l'Asie centrale. Donc il y a cette permanence, je dirais, d'une haine britannique pour le russe qui s'explique. Et donc oui, on voit tout ça s'agiter. Ça manque de cohérence. Et à côté de ça, vous avez le rouleau compresseur Trump et puis Poutine qui attend.
qu'attend. Oui, lui finalement dit moi je continue tant que j'ai pas un deal satisfaisant sur ces accords de paix. On voit que quand même les lignes bougent énormément. Lors de la visite de Macron à Washington, à l'ONU, les États-Unis ont voté avec la Russie contre un retour des frontières de l'Ukraine de 91 en disant que c'était plus possible. L'OTAN et l'Ukraine, c'est niet, ou no, selon du côté où on se parle. C'était niet, et maintenant c'est no. Par les Américains, en disant non. Et puis, l'impression, il y a eu ce discours, c'est cette conférence de Jeffrey Sachs, qui était un conseiller géostratégique américain au Parlement européen à Bruxelles, qui explique, mais les Européens, vous n'avez pas à demander la permission d'être à la table des négociations. Allez voir Poutine. Pourquoi vous ne faites pas comme les Américains? Votre rôle aujourd'hui, c'est de reprendre un lien diplomatique avec la Russie et de parler directement à la Russie. Mais vous savez, Alexis, la vérité dans tout ça, c'est que ça fait tellement d'années qu'on est habitué à suivre les Américains, que ça fait tellement de couleuvres qu'on a pu avaler. La dernière qu'on n'a pas voulu avaler, mais qu'on a fini par avaler, c'était l'Irak. Où on s'est dressé, on a dit non, le vieux continent européen vient vous expliquer, discours de Villepin 2003, février 2003 devant l'ONU, on vient vous expliquer que la guerre n'est pas la solution. Et là, on a fini par tout avaler, on a fini par tout digérer, même le capital qu'on avait gagné à l'époque en s'opposant aux États-Unis, on l'a immédiatement quand Nicolas Sarkozy est revenu au pouvoir, ça a été business as usual, c'est le cas de le dire. Et en fait, là, le logiciel est cassé. Et comme le logiciel est cassé et qu'on l'a suivi intensément pendant 3 ans, vous vous souvenez, les discours sur le retour de l'OTAN, l'alliance que le même Emmanuel Macron décrétait en état de mort cérébrale que Donald Trump, pendant son précédent mandat, voulait quitter. Et bien là, on a dit, ça y est, c'est le grand retour de l'OTAN. Il y a eu des éditos, des couvertures, des économistes, etc. Et là, tout à coup, en fait, le Financial Times a écrit un article ce matin en expliquant que les États-Unis contre l'Occident. Mais quelque part... ça n'a pas changé. Non mais on a, c'est-à-dire il y a la pièce maîtresse n'est plus là. C'est comment l'OTAN sans les États-Unis. On disait, puisqu'il y a eu les élections allemandes et qui ont montré une poussée justement des eurosceptiques magistrales. C'est comme l'Europe sans l'Allemagne. C'est plus rien, c'est une coquille vide. Et là, on ne sait pas trop. Le monde est en train de changer. On ne sait pas trop comment se positionner. Il y en a qui font de la com. Emmanuel Macron est très très fort là-dedans. Il se dit, si je pouvais récupérer aussi le leadership européen au passage, ça m'arrangerait. Mais quand les Européens se mettent autour d'une table, eh bien, il n'y a rien qui en sort. On l'a vu, ce mini-sommet de l'Élysée, avec des troupes par 13 pays autour de la table. Il n'y avait pas tous les partenaires européens. Donc c'est même pas la moitié. Et ceux de l'Europe de l'Est, que, vu leur histoire particulière avec la Russie, ont des positions peut-être plus belliqueuses, mais en même temps, on sent aussi des choses bouger. Les Polonais, qui ont une armée considérable, qui ont renforcé leur armée et qui aujourd'hui comptent vraiment, qui ont une déposition en effet belliqueuse, mais qui ne veulent pas envoyer de troupes en Ukraine. Donc voilà, toute la géopolitique européenne et le constat global, c'est l'absence d'existence réelle de l'Europe pour traiter et pour apporter quelque chose. J'allais dire ça, parce que un leadership européen, pourquoi faire? En réalité, on voit Donald Trump, lui, a une stratégie très claire, récupérer les ressources ukrainiennes et récupérer l'argent américain. Emmanuel Macron à Washington disait non, l'argent européen, on en a mis plus, mais on compte pas forcément le récupérer. Et puis on n'a pas de plan. Enfin, à part dire qu'il faudra une ligne de démarcation à un moment, la faire respecter avec des troupes au sol européennes, en espérant qu'il n'y ait pas d'accrochage avec des troupes russes. Ce que Poutine refuse de toute façon. Donc, non mais c'est-à-dire qu'il n'y a aucune stratégie, aucune vision de l'après-guerre. Mais même sur cette question d'argent, Trump et comment son Pete Hegseth, son secrétaire à la défense l'a très bien expliqué, c'est-à-dire la part aujourd'hui de la défense de l'Ukraine va être, il a dit juste avant la conférence de Munich, il a dit elle va être overwhelming, elle va être écrasante, la participation européenne. Donc ça veut dire que non seulement Emmanuel Macron constate que nous on a payé real money, en vrai argent, on a déjà payé 60%, et ce que dit Donald Trump et son administration, c'est vous qui allez continuer à payer. Et payer la paix.
on va payer la paix. Les États-Unis vont se sortir de cette histoire, comme ils sont sortis de façon cataclysmique, peu un peu leur importe, de bien des conflits. La liste des pays abandonnés par les promesses américaines est longue. Du Vietnam à l'Afghanistan, on connaît souvent la pilule est très très amère et s'installe pour ce qui était du Vietnam. L'Irak, la Libye, la liste est folle. Voilà. Et le nombre de promesses non tenues, de pays auxquels les États-Unis devaient faire the gift of freedom, comme disait George Bush. Donc là, oui, mais eux, ils réagissent de façon très, très relax. Ils sont très, voilà, c'est comme ça, c'est leurs intérêts. Leurs intérêts d'aujourd'hui n'étaient pas les mêmes qu'hier. Et nous, on est partis dans des. Vous vous rendez compte quand même que sur la question des terres rares, Emmanuel Macron acquiesce au fait que Donald Trump considère que c'est une compensation de l'effort fourni par les Américains pour aider l'Ukraine. Et nous rien. Mais en quoi, à quel moment... Et nous, les Européens, pas seulement les Français. Bien sûr, mais à quel moment cela a-t-il été décidé qu'il y aurait une compensation ? Mais jamais. Dans le bureau ovale, c'est Donald Trump qui décide. Ouais. Et Emmanuel Macron devrait lui dire, mais attendez, nous avons sauvé l'Ukraine, nation agressée. Il ne s'agit pas d'une compensation, il s'agit de sauver la liberté, de sauver nos valeurs. Dixit Gabriel Attal, les valeurs que nous défendions en Ukraine. Si ces valeurs, en fait, il s'agissait finalement de les aider militairement pour ensuite piquer leurs terres, c'est pas tout à fait la même philosophie. Eh bien, Emmanuel Macron acquiesce. Et on dit, en fait, je pense qu'on n'a pas d'autre choix aujourd'hui, malheureusement, parce que c'est quand même cruel pour cette vieille Europe qui a quand même guidé le monde, bien ou mal, mais en tout cas a imprimé sa marque sur le monde, de se retrouver dans cette situation où, vous savez, il y a en 1906 s'est tenue la fameuse conférence d'Al Jazeera qui avait décidé de l'avenir économique du Maroc. Tous les pays voulaient coloniser le Maroc, et cette conférence donc, du 1906, c'est la première fois que les États-Unis ont pris part à une conférence internationale, et ils mettaient le pied. Ensuite, donc, il y a eu la Première Guerre mondiale, ils ont récupéré la moitié du stock d'or, donc là, ça a été un peu plus considérable. Et aujourd'hui, vous avez une conférence la première sur la peut-être paix en Ukraine qui a lieu à Riyad. Les États-Unis sont là, la Russie est là, et l'Europe n'est plus là. Oui. On va en parler de cette place de l'Europe qui s'efface des relations internationales, et puis d'un nom de la farce, de cette guerre ukrainienne ô combien criminelle. On va marquer une courte pause et puis on se retrouve tout de suite sur Sud Radio. À tout de suite. Alexis Poulain, sans réserve, l'invité. Et notre invité, Régis Le Sommier, grand reporter de guerre, directeur de la rédaction d'Omerta, pour parler de cette résolution du conflit en Ukraine, ou non. Enfin, Donald Trump, clairement, a décidé de changer totalement la politique américaine vis-à-vis de la Russie, avec une reprise non seulement des liens diplomatiques et pour parler qui commence sur le partage de l'Ukraine, parce qu'on ne peut pas parler d'autre chose, mais également économique. Il a annoncé à côté d'Emmanuel Macron qu'il le regardait, Vladimir Poutine n'est pas un dictateur, il faut faire attention quand on emploie ces termes-là. 2 jours avant, il avait dit que Zelensky était un dictateur, mais c'est pas grave. Et puis surtout, que les États-Unis comptaient bien refaire du commerce avec la Russie, parce qu'il y avait beaucoup d'argent à se faire, comme d'habitude avec Trump, c'est le deal, alors que en même temps, les Européens votaient un 16e paquet de sanctions. Oui, c'est ça. C'est ce qui est assez terrifiant. Ça a été annoncé par Jean-Noël Barrot, notre ministre des Affaires étrangères, la semaine dernière. La France va prendre à nouveau des sanctions contre la Russie. Keir Starmer y est allé de son couplet aussi. Ursula von der Leyen. Et puis, on se dit, par rapport à l'information que vous venez de donner sur le fait que Trump, lui, entend alléger les sanctions, à quoi ça va servir que nous, on alourdisse ces sanctions si le principal moteur qui défendait, on va dire, l'Ukraine, lui, allège les sanctions avec la Russie. Parce que ce qui va se passer, c'est que non seulement, je pense que c'est pas gratuit ce que fait Trump vis-à-vis de Poutine. C'est-à-dire qu'effectivement, il y a une tentative de l'amadouer. Il y a l'annonce, par exemple, de la suppression d'une base de l'OTAN en Grèce. La base, je crois que c'est Andréopolis, qui se trouvait dans le détroit du Bosphore. Et cette base servait à acheminer toute l'aide matérielle, humaine, à l'Ukraine. Donc si on ferme cette base, il n'y a plus d'aide. Et de toute façon, l'aide
l'aide, elle est arrêtée, l'aide américaine à l'Ukraine elle est arrêtée. Oui. Voilà. Sauf peut-être les choses en fonction cours. Du deal sur les terres rares, il a dit que vous auriez plus de 350 milliards d'armes supplémentaires et le droit de continuer de se battre. Hein, oui, mais ça, c'est des alinéas, vous savez, qui viennent se rajouter parce que il faut faire avaler la pilule à Zelensky. Il y a eu affrontement, il y a eu même des mots qui n'ont pas été rapportés, mais d'un entretien entre le général Kellogg, qui est l'envoyé spécial de Trump en Ukraine, et Zelensky. Ça s'est très mal passé. Et c'est pour ça, d'ailleurs, à l'issue de ça, que Donald Trump a traité Zelensky de dictateur. Donc la dégradation de la situation, elle s'est fait. Zelensky a pas fait de com. Il n'a pas fait comme Emmanuel Macron. Il y est allé franco et il a voulu défendre son pays. On peut pas lui reprocher. Et donc là, finalement, il accepte qu'on achète son pays, qu'on achète la paix. Et pour ce qui est de Poutine, il semble avoir tout récupéré. Mais je pense que le principal pour la Russie, c'est d'obtenir cet allègement de sanctions. C'est là où la Russie, parce que la Russie a réussi à contourner ces sanctions, mais ces sanctions quand même minent son économie. Il y a quand même un vrai impact. Et donc, même si elle a trouvé des dérivatifs et qu'elle n'est pas à genoux comme le prophétisait Bruno Le Maire, il va falloir, et je pense que dans le deal, évidemment, il y aura une levée de sanctions. Donc pourquoi nous continuer la politique ? Je vous dis, c'est le signe de la panique, ou en tout cas le signe que on voudrait presque que le monde d'avant revienne. Et d'ailleurs, j'ai entendu une phrase absolument sidérante sur LCI, une des interviewées expliquait que à un moment elle dit de toute façon la guerre, ne vous inquiétez pas, la guerre va continuer et c'est une bonne nouvelle. Depuis quand la poursuite d'une guerre est-elle une bonne nouvelle? Et on voit bien que les Européens sont aussi dans cette situation paradoxale, c'est-à-dire que Trump veut la paix, Poutine dit qu'il veut la paix, Zelensky dit qu'il veut la paix, et que les Européens qui veulent la guerre. C'est ça le... Mais pourquoi ? Et pourquoi ? Et dans quel but ? Et pour aller où ? Et qui va la faire surtout ? Parce que quand on fait les chiffres, et on les a fait à chaque fois, depuis qu'Emmanuel Macron en février dernier annonçait qu'on allait peut-être envoyer, vous savez l'expression qu'il avait eue dans le journal Le Monde, enfin rapportée par le journal Le Monde, je vais envoyer des gars à Odessa. Donc ensuite il y a le projet justement d'envoyer des troupes. Depuis ce moment-là, on s'est dit, on a fait les chiffres et on a vu 80 000 troupes environ qui est possible d'envoyer. Ça veut dire 2 fois ou 3 fois plus, ou si on en envoie 80 000, il n'y en a que 20 000 qui peuvent aller au combat, parce qu'il y a tout l'aspect logistique. Et pour donner un chiffre, tout simplement, quand les Russes ont occupé de 2022 pendant 6 mois, en gros, la zone de Kherson à l'ouest du Dniepr, eh bien, ils avaient 28 000 troupes uniquement dans cette zone. Donc, imaginez, vu la longueur du front, il y a à peu près plus de 1000 kilomètres. Qu'est-ce que ça serait ces 30 000 soldats français en état de combattre? Et pour combattre ou pour faire la paix, pourquoi? En fait, tout ça est complètement flou aujourd'hui. Aujourd'hui, oui, c'est l'ambiguïté stratégique du côté européen, pas du tout pour faire un nuage de fumée vis-à-vis des Russes, c'est qu'on ne sait pas vraiment quoi faire. Autre question en suspens, l'avenir de Volodymyr Zelensky, président actuel, qui a gagné quand même un vote au Parlement ukrainien sur le fait de pouvoir rester et de se maintenir en poste sans élection parce que c'est un temps de guerre, alors que visiblement, côté américain, on pousse pour des élections en Ukraine pour exfiltrer Zelensky. J'imagine qu'il n'aurait pas le vote majoritaire. Donc, quel est son avenir, lui, à ce dirigeant ukrainien qui s'est battu pendant 3 ans? Alors, effectivement, Donald Trump récemment a dit, juste après avoir appelé Zelensky, au moment où il a eu le jour mercredi, je ne me souviens plus lequel mercredi, mais c'était il y a 2 semaines, il a eu sa première conversation avec Vladimir Poutine de 90 minutes, et il a appelé Zelensky le même jour pour le rassurer. Et ensuite, il a tenu une conférence de presse qui était très intéressante, où il est venu justement sur la question des élections. Nous avons demandé à ce qu'il y ait des élections, a-t-il dit, et il a ensuite expliqué que le président Zelensky n'était pas en grande forme et qu'il faisait à peu près 4%. Oui, ce qui est faux. Bon, immédiatement, il y a eu un sondage qui est sorti, puis qui montre que Zelensky aurait 57% Ce qui est faux aussi, j'imagine. Et le sondage, quand on regarde qui a fait le sondage, vous avez USAID, en fait, donc c'est un institut de sondage piloté en gros par l'équipe précédente. Donc on a pris ça pour parole d'évangile. Non, ce qui est clair, c'est que Zelensky est contesté depuis longtemps et qu'il y a des personnages autrement plus populaires que lui, en particulier
Valery Zaloujny, qui était l'ancien chef d'état-major des armées ukrainiennes, qui pour le coup a obtenu des victoires, a été instrumental dans le retrait des Russes de l'est de Kharkov et des banlieues de Kiev. Donc c'est quelqu'un c'est un militaire extrêmement apprécié. D'ailleurs, ayant sur le terrain le souci de ses hommes, ce qui n'est pas le cas de son successeur Alexander Syrski, qui est plutôt à la méthode ex-soviétique d'envoyer, qu'on surnomme assez fréquemment le boucher. Donc Zaloujny actuellement est ambassadeur de l'Ukraine au Royaume-Uni. Oui, il a été mis de côté par Zelensky pour ne pas être dans l'ombre, c'est ça. C'est toujours Pompée César, les confins de l'Empire. Donc oui, pourquoi ? Parce que si le même Zaloujny était autorisé à se présenter, il est possible qu'il remporte l'élection. Oui. Il y en a d'autres. Il y a d'autres personnages, Kirilo Budanov aussi, le chef du SBU, qui ont des ambitions. Il y a tout un tas de personnages qui ont été écartés par Zelensky pour conserver son pouvoir. Donc si des élections se tenaient aujourd'hui, rien ne dit qu'il serait élu. Maintenant, il y a quand même un aspect faisabilité. On est en pleine guerre. Est-ce qu'on peut tenir des élections dans des conditions comme ça ? Enfin là aussi, en termes pratiques, vous savez, comme vous le disiez pour Gaza tout à l'heure, Trump il voit les choses un petit peu en se disant bon bah voilà, on va faire du business et puis ça va. Et c'est à peu près tout. Et l'homme va avoir le bonheur. Mais justement, à propos de ce business, Trump clairement a envie de mettre l'Ukraine derrière lui pour ouvrir de nouveaux fronts avec la Chine. Alors pas de guerre, mais une compétition commerciale évidemment dans le domaine de l'intelligence artificielle aussi. Les terres rares. Les terres rares, c'est parce que c'est les Chinois qui actuellement les commercialisent le plus, bien sûr. Et le fait de dire maintenant c'est l'Asie-Pacifique qui va intéresser surtout le renseignement américain et la force militaire américaine aussi. Mais je crois que c'est si on a l'impression que Donald Trump fait tant de concessions à Vladimir Poutine, je pense qu'il garde cette vision kissinger-nigérienne ou nixonienne, on va dire. Vous vous souvenez du voyage de Nixon à Pékin, c'est l'idée de séparer la Russie de la Chine. Ça a toujours été un objectif américain en géopolitique, et là Trump est persuadé que si il fait du pied à Poutine, qu'il obtient la fin de la guerre en Ukraine, il en sera d'abord, sa place sera confortée et il n'aura pas à supporter l'héritage de la défaite, ce qu'il ne veut pas. Il ne veut pas avoir comme Joe Biden qui a supporté l'Afghanistan, et Donald Trump ne veut pas être celui qui devra supporter l'Ukraine. Donc il y a cet objectif-là, et ensuite, d'un point de vue géostratégique, d'arracher la Russie, en tout cas de l'éloigner de la Chine, pour ensuite en arriver à ce mano à mano mondial, pour le leadership mondial, la vraie compétition. Alors je ne suis pas sûr qu'elle se fasse en termes militaires. Je ne pense pas qu'il y aura de guerre pour Taïwan, même si les États-Unis nous ont souvent habitués à la guerre. Il faut rappeler quand même que pour ces 249 ans d'existence, les États-Unis ont été en guerre 90% du temps. C'est ça, et plus de 50 de guerres depuis la Seconde Guerre mondiale. Voilà. Merci beaucoup Régis Le Sommier d'avoir été avec nous pour parler de cette résolution du conflit en Ukraine qu'on espère prochaine. On va marquer une courte pause et se retrouver à 13h avec Chantal Delsol pour parler justement de ce monde multipolaire et puis de l'Occident dans l'ambiguïté stratégique et au-delà. À tout de suite sur Sud Radio. Alexis Poulain, sans réserve, l'invité. Et notre invité est Chantal Delsol, membre de l'Institut l'Académie des sciences morales et politiques, auteur de L'insurrection des particularités, un livre qui revient sur nos sociétés postmodernes, un peu perdues dans l'ambiguïté, pas seulement stratégique, mais de savoir où nous sommes. Bonjour. Bonjour. Que dit ce livre en fait de nos vies quotidiennes sur ces particularités ? Qu'est-ce que vous avez voulu montrer en fait par ce livre ? C'est un livre qui fait suite à un autre que j'avais publié il y a quelques années qui s'appelait Crépuscule de l'universel. Et donc, l'insurrection des particularités, c'est en fait la conséquence du crépuscule de l'universel. Parce que lorsque l'universel s'efface, les particularités ressurgissent, j'allais dire toutes seules. Un peu comme des bulles à la surface d'une piscine. Donc les particularités, ça peut être les nations, ça peut être les communautés, ça peut être, et puis ça va jusqu'aux personnes. Donc c'est ça que j'ai voulu montrer, et ça va très loin parce que
l'effacement de l'universel, ça peut aller jusqu'à l'effacement de la science. Mais l'universel, est-ce que c'était un moment dans l'histoire où finalement une certaine partie de l'humanité s'est dite universelle en ayant cette vocation civilisationnelle, hein. On se rappelle des Lumières, puis ensuite les empires coloniaux européens, les religions aussi d'une certaine façon. Est-ce que c'était pas simplement un moment et aujourd'hui chacun essaye de trouver son identité, hein, même pas la préserver, mais voire jusqu'à la trouver? C'est une vieille affaire occidentale. Oui. Ça commence avec l'Empire romain. Ouais. Ensuite, le christianisme reprend l'universalisme de l'Empire romain et veut d'ailleurs le poursuivre d'une certaine manière. C'est assez complexe. Et puis ensuite, les Lumières reprennent ce flambeau d'une autre façon, sans la transcendance. Et les colonisations se font au nom de l'universel, effectivement. Donc c'est une vieille affaire occidentale. Et bon, peut-être que c'est maintenant que c'est en train de se briser. C'est possible que ça soit là la fin finalement de 25 siècles d'existence. 25 siècles, mais justement, est-ce qu'aujourd'hui l'Occident est perdu dans un monde multipolaire qu'il voudrait à tout prix conserver? On voit hein, dans l'actualité cette fracture avec l'élection de Donald Trump aux États-Unis entre les États-Unis et la vieille Europe, où finalement on n'arrive plus à se parler comme auparavant. Est-ce que ça va encore accélérer les choses, cet état stratégique du monde? Oui, parce que c'est le moment où justement cet universalisme se brise. Par la force des choses, parce qu'il n'a plus assez de force, parce qu'il est bourré de culpabilité, justifiée ou non, enfin bon, on peut discuter. Et c'est le moment où toutes les particularités ressortent. En fait, Trump et Poutine, ce sont des expressions de particularités très puissantes qui luttent l'une contre l'autre et qui sont en train de détruire tout ce que nous avions espéré construire. Donc nous, on est un petit peu affolés là-devant parce que ça vient très vite. Ça brise beaucoup de rêves qu'on avait et même d'utopies qu'on avait. Donc, pour l'instant, on est un peu dans l'affolement. Mais justement, les utopies, est-ce qu'il n'y a pas eu un XXe siècle trop utopiste qui a créé des monstres, hein, le marxisme, le nazisme, avec l'idée d'un homme nouveau. Est-ce que c'est pas ça qui a commencé à accélérer le déclin de l'universalisme? Oui, je pense que c'est l'excès d'une utopie post-communiste, parce qu'il y a eu, comme vous dites, l'utopie communiste, mais après, il y a eu l'utopie de la paix universelle, et je pense que c'est ça qui est en train de s'effondrer, et c'est parce qu'on a été trop loin dans l'utopie de la paix universelle, en supposant qu'on pouvait remplacer la politique par la morale et par le droit. C'est parce qu'on a été trop loin que les particularités sont en train de nous écraser avec une espèce de joie féroce qui est assez déplaisante pour nous. Mais justement, le projet européen, l'Union européenne, c'est ce projet sur le droit, hein, les valeurs morales, les valeurs qui existent, mais avec l'idée de décorréler une technostructure d'identité nationale, d'identité réelle, pour dire on se bat pas pour une constitution. Oui, ça c'est encore autre chose. C'est effectivement l'entité européenne telle qu'elle a été promue est, à mon sens, plutôt une utopie. Mais c'est encore autre chose que l'utopie du gouvernement par le droit et par la morale, comme par exemple le tribunal pénal international. C'est encore différent. Mais je pense qu'effectivement l'Union européenne, moi je suis européenne, j'ai toujours été européenne, mais je pense qu'effectivement on va trop loin dans la considération de la politique comme une science. Parce que pour moi la politique c'est pas du tout une science. C'est-à-dire, qu'est-ce que vous voulez dire par là, la politique comme une science? La technocratie, c'est ça. C'est la croyance que la politique est une science. C'est ce que disait Thatcher. Il n'y a pas d'alternative. Donc ça, c'est la politique comme science. Et ça, c'est affolant. Ça mène au despotisme d'une certaine façon. On le voit, hein, les différentes mesures européennes qui poussent à aller à l'encontre des volontés des populations, hein, sur la farine d'insectes, par exemple, les ZFE, les lois climat, etc. Et puis surtout le référendum de 2005. Alors ça, c'est encore autre chose. Et puis prenez-nous les élections en Roumanie. En fait. Vous n'avez pas le choix. Et pourquoi on n'a pas le choix? Est-ce que les populations, finalement, ont choisi d'arrêter de s'informer, d'arrêter de regarder le monde tel qu'il va pour se protéger? C'est une manière de voir qui est très platonicien. C'est celui qui gouverne, c'est celui qui sait.
C'est-à-dire, en fait, c'est un scientifique. Alors Platon disait c'est un sage, mais nous disons c'est un scientifique, c'est un compétent. Celui qui gouverne, celui qui est compétent. Mais qui est-ce qui décrète de la compétence ? Normalement, c'est la démocratie qui ferait que le peuple choisirait le plus compétent. La technocratie n'est pas démocratique. Non, loin de là. On le voit chaque jour avec les choix qui sont faits. Et justement, l'exemple roumain proche de chez nous où les élections ont eu lieu et c'est une Cour suprême de juges qui annule le résultat des élections, on est en plein dans l'illustration de ce que vous dites là. Oui, alors je vous avoue, je ne connais pas assez le cas roumain pour me prononcer là-dessus, mais effectivement, quand on regarde la France, c'est un peu pareil. On contourne des décisions. Enfin, en France, on parle tout le temps de référendum. Nous n'avons eu que 2 référendums à ma connaissance depuis une vingtaine d'années. Les 2 ont été retoqués, l'un au niveau européen et l'autre au niveau très très local. Mais bon, peut-être que c'était pas un bon référendum. Ça n'empêche que quand on pose une question, il faut pas retoquer derrière, parce qu'après on perd la confiance. Donc pour cette histoire d'aéroport ou je sais quoi, on a encore retoqué. Donc si vous voulez, il y a une espèce de sentiment que le peuple, finalement, c'est pas lui qui doit décider, mais on veut faire semblant de le faire décider. Et ça, c'est très très mauvais. Alors ça veut dire qu'on serait dans des parodies de démocratie ? Mais un peu, parce qu'on peut pas ne pas avoir l'air démocratique, donc on veut avoir l'air, mais en fait on ne l'est pas. Et ça, c'est très mauvais, parce que du coup, le peuple se révolte et on peut le comprendre. On peut le comprendre. Et c'est pour ça qu'Emmanuel Macron propose quasiment tous les ans un référendum qui n'a jamais lieu. Mais qui n'a jamais lieu. Et puis quand par hasard il a lieu, on ne suit pas on suit pas le... Donc c'est très embêtant, ça. Parce finalement, on se prépare des révoltes avec ça. Ouais, c'est pas qu'on se prépare. On a eu les gilets jaunes, on a eu des millions de Français contre les retraites. On voit bien qu'aujourd'hui, il y a une rupture définitive entre ceux qui s'appellent les élites et leur peuple. Exactement. C'est ce que dit Guilhuy, par exemple. Et même si je pense qu'il va un peu trop loin, mais il a raison sur le fond. Enfin, la thèse est intéressante et juste, je trouve. Mais qu'est-ce qui fait qu'il y a cet état des lieux de rupture fondamentale ? Vous savez, je pense que toute société a toujours tendance à courir vers l'aristocratie, vers l'oligarchie. C'est un petit peu là, un peu comme Montesquieu disait, les despotismes, tout pouvoir va vers le despotisme comme un fleuve vers la mer. Là, c'est pareil, une société comme un fleuve vers la mer va vers l'oligarchie. Et on a vu des oligarchies de ce genre dans notre histoire, avec une classe aristocratique qui ne s'intéresse pas à la population, qui est tout le temps entre elles, qui s'intéresse qu'à l'aristocratie des autres pays. C'est un peu ce qui se passe avec la super mondialisation que nous avons. Donc, si on n'y met pas un terme à temps, c'est la pente, si vous voulez. Donc, c'est qui justement ? C'est les sociétés. Les élites ont toujours tendance à rester entre elles, à faire du... Vous voyez, c'est une pente. Ouais, c'est une pente. Et vous dites aussi que, par exemple, sur l'idéologie marxisme, l'idéal d'égalité du communisme, en fait, a recréé des hiérarchies. C'est-à-dire, quelle que soit l'utopie, quelle que soit la société humaine, on aura de toute façon, même sous principe d'égalité, des nobles, enfin d'une nouvelle noblesse. Une oligarchie, qui peut être une aristocratie, c'est-à-dire cratie des meilleurs, une plutocratie, cratie de l'argent, etc. Mais si vous regardez la Chine, par exemple, de loin en loin, il y a tout le temps des moments où le pouvoir chinois dit on va casser l'oligarchie parce qu'elle est devenue corrompue, elle donne le pouvoir à ses enfants au lieu de donner aux plus méritants, etc. Parce que c'est la pente, tout simplement. Donc il y a un moment donné, il y a des moments où il faut briser ça. C'est le principe de révolution permanente, mais en même temps, c'est un principe intenable. Mais oui, c'est vrai. Enfin, il faut peut-être pas aller jusqu'à la révolution, mais il faut prendre garde à ça, en tout cas. Alors, en fait, c'est la question d'équilibre des pouvoirs aussi. En Chine, par exemple, si on prend l'exemple chinois, le parti unique régit à peu près tout dans la société, décide aussi parfois de faire monter ou baisser des oligarques. On a vu le cas de Jack Ma d'Alibaba qui a été descendu par le parti qui revient doucement. Aux États-Unis, c'est un peu l'inverse. C'est la promotion de l'oligarque suprême Elon Musk qui devient, lui, le roi, ou le faiseur de roi. Ça, c'est les modèles en fait qui vont s'affronter là au XXIe siècle. Vous avez là 2 modèles qui sont très différents, parce que l'Amérique, en dépit de tout ce qu'on peut lui reprocher, est quand même une démocratie. C'est quand même une très grande démocratie.
J'espère qu'elle va rester, parce que j'aime mieux être défendue par une démocratie, par le pays le plus puissant comme démocratie, que le pays le plus puissant comme dictature. La Chine, c'est une autocratie. Alors, je ne sais pas comment il faut la qualifier, mais en tout cas, c'est une autocratie. Donc c'est quand même très très différent. Eh ben, on va marquer une courte pause et se retrouver dans un instant pour parler de ces modèles de société, du monde multipolaire aussi, et de cet avènement des individualismes, des particularités. Avec vous, Chantal Delsol, à tout de suite sur Sud Radio. Alexis Poulain, sans réserve, l'invité. Et notre invité est Chantal Delsol pour son livre Insurrection des particularités, où l'on parle de ce monde multipolaire qui arrive, de aussi cette question sur la place de la morale dans nos sociétés, de tous ces individualismes qui arrivent. Là, on parlait à l'instant du modèle chinois contre le modèle américain. Est-ce qu'il y a un modèle européen ou est-ce qu'il est introuvable ? Bon, le modèle européen, c'est un modèle occidental. Qu'est-ce qu'il est alors, ce modèle occidental ? C'est l'invention de la démocratie. D'abord dans l'Antiquité, où la démocratie apparaît chez les Grecs, comme on sait tous, mais aussi chez les Scandinaves, ce qu'on sait moins. Et puis ensuite, la démocratie moderne qui apparaît chez les chrétiens. On a commencé par les monastères de Saint-Benoît, la Grande Charte, les villes italiennes. Ça, c'est vraiment le régime politique de l'Occident, qui va ensuite s'exporter, bien sûr, en Amérique, avec une très belle démocratie. Donc ça, c'est vraiment, je pense, notre marque de fabrique, qui signifie quand même tout un monde anthropologique, parce que c'est pas seulement un régime juridique, mais c'est aussi un monde anthropologique. Il y a la notion de personne derrière, notion de liberté, de conscience, etc. La place de l'humain. La place de l'humain. Donc c'est ça notre saut, en fait. Mais est-ce que vous êtes d'accord avec tous ceux qui aujourd'hui hurlent en disant que nos démocraties sont attaquées, que nos démocraties sont menacées, particulièrement en Europe, on a l'impression d'avoir cette peur, panique d'être en fin de cycle ou en fin de vie ? Je pense que la démocratie, de toute façon, est toujours un régime fragile, parce que la liberté, c'est fragile. C'est comme si vous éduquez un enfant dans la liberté, ça sera toujours plus fragile que si vous l'éduquez dans la servitude. Donc forcément, je ne pense pas que la démocratie soit plus attaquée aujourd'hui qu'à d'autres périodes de l'histoire. Vous savez, il y a un siècle, avant les années 30, au moment des années 30, la démocratie était drôlement attaquée, si vous regardez. Donc actuellement, on a d'autres soucis qui ne sont pas exactement les mêmes. Mais je pense qu'à l'intérieur même de nos pays, la démocratie est attaquée pratiquement par elle-même, parce que c'est un petit peu le libéralisme qui lutte contre la démocratie. Enfin, c'est-à-dire l'économie contre le politique ? Il y a aussi l'économie contre le politique, mais il y a aussi des gouvernements qui n'acceptent pas, qui sont très très intolérants finalement. Oui. Alors, on parlait du cas roumain, mais aussi si vous regardez par exemple l'Europe qui dit que Viktor Orban n'est pas un démocrate parce que Viktor Orban a mis dans la Constitution des choses anti-woke, c'est un peu inquiétant, parce que si un pays tout entier est anti-woke, il peut quand même bien dire que il gèle ça dans la Constitution. Or, vous avez actuellement des groupes européens qui disent que c'est pas démocratique, ce sont des attaques internes. De la règle de droit et des valeurs, des fameuses valeurs qui ne sont pas vraiment définies, les valeurs européennes. Il y a des bagarres internes, exactement. Il y a des bagarres internes actuellement. Mais bon, je pense que c'est normal que ça existe. Il faut rentrer dans la bagarre, il faut discuter, voilà. Et d'ailleurs, il y a les États-Unis l'ont très bien compris. Il y a eu le vice-président américain J.D. Vance qui était invité à la conférence de sécurité de Munich et qui a fait un discours qui a semé la zizanie en expliquant que vos ennemis, c'est pas la Chine, c'est pas la Russie, c'est vous-même. Et je trouve qu'il a raison. Moi, je suis tout à fait d'accord avec ce discours. Alors évidemment, c'est assez agaçant pour nous, parce que c'est un type plus puissant que nous qui arrive et qui nous fait la leçon. Nous, c'est ce qu'on a fait aux autres depuis 50 ans, absolument sans arrêt. On a passé notre vie à courir chez les Africains ou chez les Asiatiques en leur donnant des leçons. Donc ça fait un peu rire de voir qu'on va être vexé avec ça. Mais moi, je suis assez d'accord avec ce qu'il a dit. Je pense qu'on est actuellement notre propre ennemi. Et ça, il faut en parler. Mais sous quelle forme ? Quel est l'ennemi ? Pourquoi ? Parce que les peuples choisissent de ne plus faire de politique, parce que les dirigeants choisissent de ne pas écouter les peuples. Où est l'ennemi ? Parce que vous avez des dirigeants qui ont une vision du monde extrêmement forte. Ils ont le droit d'ailleurs de l'avoir, mais ils ne voudraient pas que les peuples soient contre.
il voudrait au fond, il voudrait qu'il n'y ait pas de vote. Je vous disais tout à l'heure que le chauffeur de taxi que j'avais eu me disait comment vous allez à CNews, mais c'est pas possible, vous allez à Sud Radio, mais c'est pas possible, etc. Oui, je dis oui, il y a des gens qui voudraient bien que tout ce qui est Bolloré soit supprimé. On l'a vu avec l'Arcom. Bon, et après il y a eu des fautes. Enfin, on explique qu'il y a des règles à respecter, c'est caractéristique. etc. Mais on voudrait bien qu'il n'existe qu'un seul courant, mais ça va pas. Actuellement, il y a une espèce d'intolérance. Mais est-ce que c'est pas le problème aujourd'hui justement du fonctionnement de l'Union européenne, de vouloir qu'il n'y ait qu'un seul courant, de ne pas écouter les particularismes, de critiquer Viktor Orban lorsqu'il va voir Poutine en expliquant que finalement il faut commencer peut-être à négocier une paix, alors que de l'autre côté on a une vision tellement idéologique du monde qu'on en perd la réalité. Moi j'aimerais mieux, si vous voulez, à propos de Viktor Orban, parce que ça pose quand même problème, parce que là on va être obligé de se préparer à des guerres. Or, on n'a pas tous le même ennemi, c'est comme un petit peu un problème. Mais moi, j'aimerais mieux que des gouvernants européens disent, écoutez, notre doctrine, à nous tous, c'est notre ennemi, c'est la Russie. Si il y a 2 pays, je crois que la Slovaquie est aussi dans ce groupe-là, il y a des pays qui considèrent que la Russie est notre ami, ils peuvent sortir de l'Europe. Après tout, on n'est pas tous obligés d'être dans l'Europe. Moi, j'aimerais mieux qu'on dise ça tranquillement. Vous voyez, mais c'est pas le cas aujourd'hui. Non, c'est pas le cas. L'Europe, on leur crache dessus. Toujours plus d'Europe. Voilà. Donc c'est ça qui va pas, si vous voulez. Et quand on voit les Anglais qui font le Brexit, par exemple, qui quittent l'Union européenne. Ah là là, qu'est-ce qu'ils ont reçu comme crachat ? Et aujourd'hui, vous avez tout un courant qui veut les faire revenir d'une façon ou d'une autre, en disant, encore une fois, ils ont mal voté. Oui, exactement. Ils se sont trompés. Exactement, ils ont mal voté. C'est quand même incroyable. Enfin, on peut quand même être libre de ce qu'on veut devenir. Mais est-ce que c'est pas ça, en fait, le danger de l'intérieur, cette tentation du totalitarisme, de la négation des libertés? Il ne faut pas utiliser ce mot. J'aime pas qu'on utilise ce mot. Parce que vous savez, totalitarisme, c'est quand on vient vous chercher à 6h du matin à l'heure du laitier pour vous emmener au goulag pour 25 ans sans jugement. C'est ça le totalitarisme. Donc il faut faire attention. Mais effectivement, l'Europe... le gouvernement européen, si je peux utiliser ce terme, parce que c'est pas vraiment un gouvernement, c'est une gouvernance, donc technocratique, est tout à fait intolérante. Tout à fait intolérante. Intolérante aux libertés, c'est ça ? Oui, à tout ce qui n'est pas elle. Ouais. Ça, c'est quelque chose d'angoissant. Avec l'inflation aussi des règles de droit, sur tout et n'importe quoi pour régir la vie quotidienne. C'est la technocratie qui veut régner partout et qui veut décider du moindre jeton qu'on va mettre dans la machine, quoi. Ça a quelque chose d'effrayant. Pourtant, je suis européenne, vraiment. Mais être européen et européenne, ça ne veut pas dire être pour l'Union européenne. Mais ça ne veut pas dire qu'on accepte tout. Oui, loin de là. Et justement, est-ce que c'est pas dans ce livre sur l'insurrection des particularités, c'est pas l'Europe qui est la plus en danger finalement, alors que les autres pays sont des blocs qui essayent au contraire d'exister, que ce soit la Chine, la Russie, l'Inde, l'Amérique, et nous les Européens, avec ces valeurs universelles qui ne font plus recette, on se retrouve bien seuls. Vous savez, je crois qu'on va très vite se rendre compte que nos valeurs ne font plus recette. Comme le disait un grand auteur italien, que notre ethnocentrisme dogmatique ne marche plus, et on va très vite regarder la réalité en face. Maintenant, c'est vrai qu'en tant que démocratie, nous sommes fragiles. Démocratie au pluriel et démocratie au singulier, si on veut bien admettre que l'Europe est une démocratie. Mais si on regarde un petit peu derrière nous, on s'aperçoit que finalement, les démocraties, quoique fragiles, ont quand même gagné contre les totalitarismes dans le passé. Donc finalement, fragile ou pas, la démocratie se défend quand même, parce que vous savez, la liberté, c'est fort. Oui, c'est ça, c'est plus fort que tout. C'est enviable, le soft power, il est de notre côté. Personne ne va aller s'installer, vous savez, au Bangladesh ou en Chine ou dans un pays d'Afrique pour y vivre. C'est chez nous qu'on vient. Donc l'envie, c'est nous qui la suscitons. Donc on a beaucoup d'atouts. Simplement, faut qu'on fasse pas trop les idiots, quoi. Ouais, il faut préserver cette liberté plutôt que de l'abîmer. Mais donc, in fine, vous dites que finalement ces valeurs universelles peuvent continuer à avoir du succès par ce principe de liberté, en fait. Oui, à condition qu'on ne veuille pas imposer notre universel à toute force. Comme on l'a fait par le passé. Comme on l'a fait par le passé. Je pense qu'on a été beaucoup trop loin. On s'est imaginé qu'on était les rois du monde. On n'est pas les rois du monde. Les autres existent aussi. Ils sont pas d'accord avec nous. Ils veulent pas de notre liberté, ils veulent pas de notre notion de la personne, ils veulent pas de la conscience personnelle, mais ils existent, ils sont différents, il faut les regarder tels quels.
et puis discuter avec eux, et puis préparer des armées contre eux quand ils voudront nous envahir. Ça, il faut qu'on arrête de faire les crétins avec nos tribunaux internationaux, etc. Enfin, moi, je considère ça continue, et on voit bien aussi l'Europe qui se réarme, qui met la priorité maintenant sur la défense. Il va bien falloir, oui. Oui, mais qui oublie le côté, justement, perte de vitesse de l'universalisme européen et de traiter d'égal à égal d'autres pays. Enfin, les défaites diplomatiques de la France en Afrique, c'est exactement ça, hein, le fait de ne pas vouloir accepter un état de fait et de traiter des chefs d'État africains d'égal à égal. On a toujours du mal, vous savez, à perdre de la puissance. Mais c'est pas perdre de la puissance, ce serait s'adapter à un monde qui change. Oui, mais ça signifie qu'on n'est plus les rois de la piste. C'est difficile à admettre. C'est forcément difficile. Tout hégémone a du mal à ne plus être un hégémone. Et puis surtout, quand il cesse de l'être, tout le monde commence à lui cracher dessus. Toutes les frustrations qu'il n'osait pas se dire, elles viennent pour cracher dessus. Donc c'est un moment très difficile pour nous. Mais je pense qu'on va quand même y arriver. On est grand. Hein. On va voir ça. On va marquer une courte pause et se retrouver dans un instant avec vous, Chantal Delsol, pour parler de cette insurrection des particularités. À tout de suite sur Sud Radio. Alexis Poulain, sans réserve, l'invité. Notre invité aujourd'hui, Chantal Delsol, membre de l'Académie des sciences morales et politiques, auteur de l'insurrection des particularités aux éditions du Cerf. Ces particularités, aujourd'hui, vous les listez, quelles sont-elles Elles peuvent être très grosses ou très petites. C'est l'expression de ce qui s'est défait dans l'universalisme. Alors ça peut être d'abord des nations qui sortent de l'universalisme occidental, donc d'immenses ensembles. Et puis ça peut être des communautés. Et puis ça peut être à la fin ça peut être des individus, tout simplement. Et les individus sont particulièrement, disons, autocentrés. Parce que justement, ils sortent des idées universelles, des croyances universelles, des vérités universelles. Vous parlez du narcissisme qu'on peut voir. Enfin, quand ça peut aller jusque-là. Oui, quand on a une rencontre entre Donald Trump et Emmanuel Macron, on a là deux grands narcisses qui se rencontrent, qui envoient cette image-là aussi, de dire... Ça a toujours existé, ça, au pouvoir... Vous avez beaucoup de narcisses au pouvoir, parce que sinon, je pense que si on n'est pas narcisse, ça doit être difficile de faire tout ce qu'il faut faire pour arriver au pouvoir. Vous croyez pas Enfin, il me semble. Hein, c'est pas un hasard si on rencontre des narcisses à ce niveau-là. Donc c'est inéluctable. Inéluctable, je sais pas, mais quand même, il y a plus de chances d'en rencontrer là que d'en rencontrer dans des endroits plus simples. Oui, je pense. C'est quoi les endroits plus simples Je sais pas. Par exemple, comme prof, moi je suis un vieux prof, voilà. Un prof, c'est pas quelqu'un qui est forcément un narcisse. C'est quelqu'un qui vit dans un endroit ordinaire et qui est pas mis au pinacle toute la journée. Donc il va pas chercher ça. Donc le pouvoir attire ces gens-là. Et la question de l'organisation du pouvoir aussi, on parlait de tous ces ismes qui ont été des tragédies au XXe siècle. Aujourd'hui, donc le risque des démocraties, c'est la plutocratie, c'est certains autoritarismes, on va dire, qui s'installent. Est-ce qu'il y a un chemin quand même souhaitable, un futur souhaitable qui pourrait se dessiner au-delà d'une nouvelle guerre des empires? Vous voulez parler de l'international ou vous voulez parler de la France, là? International d'abord, et puis après on parlera plus précisément de la France. Mais je pense qu'on est dans une situation complètement habituelle dans l'histoire du monde, où vous avez des nations et des empires qui cherchent à gagner plus de pouvoir, à gagner plus de terrain, et qui se battent entre eux. C'est une situation absolument naturelle. Alors, bien sûr qu'il faut chercher la paix plutôt que la guerre, et quand on est dans la guerre, chercher à ce que la guerre ne soit pas trop horrible, mettre des limites, éventuellement, chercher le droit, chercher la morale, bien sûr. Mais enfin, il faut quand même se dire que la situation du monde, ce sont des forces en présence. Pourquoi ? Parce que les cultures sont différentes. Et pourquoi est-ce que les cultures sont différentes ? Parce qu'il y a 1000 manières de répondre aux questions fondamentales qui sont les mêmes pour tout le monde. C'est-à-dire
pourquoi, où est le bien, où est le mal, pourquoi dois-je mourir, enfin toutes ces questions fondamentales qui se posent à tous les humains, les cultures y répondent différemment. Donc les cultures sont différentes, donc elles sont plurielles et elles se battent entre elles parce que chacune va avoir plus de pouvoir. Et ça, je pense qu'il faut quand même se dire que c'est une situation absolument naturelle. Alors après, qu'on essaie d'y mettre le plus de morale et de droit possible, bien sûr. Mais il faut rester réaliste quand même. Et l'histoire du monde, ça va redevenir ça à partir du moment où il n'y a plus d'empire culturel occidental. C'est ça en fait, hein, c'est l'empire culturel occidental. Parce que l'empire a gelé tout ça, finalement, pendant très longtemps. Un empire, ça gèle, c'est pour ça que ça apporte la paix. Souvenez-vous ce qu'on disait du temps du communisme, l'ordre règne à Varsovie. Et oui, bien sûr, l'ordre règne. Et aussi la servitude. La servitude. Et donc l'empire culturel occidental a gelé tout. Mais quand un empire se défait, les particularités ressortent. Je m'étais intéressé à une époque à étudier l'histoire de toutes ces particularités qui sont ressorties au moment de l'Empire romain. On voit des tout petits royaumes minuscules, parfois très romantiques d'ailleurs, qui ressortent parce qu'ils voient que l'Empire s'essouffle, l'Empire s'en va, l'Empire s'enfuit et a peur. Et donc on voit ces petits rois qui ressortent et qui se disent être... qui commencent à dire qu'ils sont des nations. C'est le début de la nation. C'est quelle époque, ça? C'est à partir du IIIe siècle, après Jésus-Christ. Des langues, ça s'appelle des langues ou des nations. On voit ces particularités qui ressortent. Aujourd'hui, on en est là. On en est là, exactement. Donc c'est un éternel recommencement. Bien sûr. Aujourd'hui, c'est l'Empire américain qui a repris la suite de l'Empire romain. Oui, qui essaye. Il faudrait pas dire ça à Poutine, parce que Poutine est persuadé qu'il est, lui, la troisième Rome. Ouais. Après, c'est ça qui est intéressant aujourd'hui, c'est le monde multipolaire où finalement chaque empire a conscience d'être le moment de l'histoire, le moment de l'humanité. La Chine, l'empire du milieu, qui voit le monde comme une péripétie et qui n'existe que par lui-même. La Russie, et puis l'empire américain, puisqu'on ne peut pas parler d'empire européen, là, il est derrière nous. On ne peut plus parler d'empire européen, ça c'est sûr. La Chine dit qu'elle n'est pas un empire. Oui, c'est nous qui avons traduit certains mots en empire, mais pour elle, elle n'est pas un empire, même si, certainement ça se discute avec eux. Mais c'est pour ça que c'était un empereur à la tête de la Chine pendant des années. Oui, bien sûr, mais empereur et empire sont peut-être deux choses différentes. Ouais. Oui, donc on va voir le renouveau des empires et des empires des nations. Ça peut être toutes sortes de... Mais après, au-delà de l'aspect géopolitique ou politique, dans l'aspect philosophique, il y a quand même une question entre les philosophes qui se sont posé la question de l'humain et la morale. On va dire un Rousseau ou un Hobbes, qui gagne l'homme est un loup pour l'homme, ou bien on est là pour s'entraider. Où est la vérité ? Mais ça fait partie du tragique humain que d'être constamment tiraillé entre ces deux extrêmes. Qui sont tous les deux importants et qui sont tous les deux enviables et tous les deux affamés. C'est-à-dire qu'on est effectivement d'un point de vue international dans la force, d'un point de vue social, on est toujours un petit peu dans l'envie, vous voyez, la volonté d'en découdre même, d'obtenir, etc. Et puis en même temps, on est aussi dans la solidarité, dans la générosité. Il faut espérer ça aussi, mais bien sûr que ça existe. Aristote le disait déjà. Mais ça, c'est la tragédie humaine qu'il faut assumer telle qu'elle est. Une tragédie qui continue avec simplement des nouveaux concepts. On a vu apparaître ces dernières années le wokisme. Alors, tout le monde n'est pas d'accord sur la définition du wokisme. Quelle est la vôtre ? Moi, je vois ça comme un héritage du marxisme. Je pense que le wokisme, comme le marxisme d'ailleurs, se situe dans la lutte, dans la philosophie de la lutte, qui apparaît avec Machiavel et Hobbes, et qui est un retournement par rapport à Aristote. Aristote, qui a été suivi par les chrétiens, par saint Thomas et par les chrétiens, voyait le monde voyait la société comme un monde hiérarchique, où les gens s'entendent, mais ils sont différents les uns des autres et hiérarchisés. Et pour lui, il y avait une volonté d'entente permanente. Je pense que ça tenait aussi au caractère. Aristote était un type très, très heureux, en fait. Et au moment de Hobbes et de Machiavel, on voit apparaître une nouvelle philosophie qui est la philosophie de la guerre, de la lutte, de la domination, de la lutte de tous contre tous. Et c'est pour ça que Hobbes
prône un pouvoir fort, et Machiavel aussi. Et au fond, depuis, on n'est jamais sorti de ça. Ouais. Et Marx, c'est l'idée de la domination. Alors simplement, Marx, c'est une utopie, le communisme, c'est une utopie, où on veut justement résoudre cette lutte. C'est-à-dire par l'égalité, par l'absence de... Comme on dissout, si vous voulez, comme on dissout une perle dans l'acide. Résoudre, c'est dissoudre. Ouais. Et c'est ça l'utopie communiste. Le woke, en fait, c'est une reprise, à mon avis, de cette utopie-là. Mais comme on sait qu'il n'y a pas de lendemain qui chante, il n'y a plus de lendemain qui chante, parce que la postmodernité, elle est complètement déçue, elle est défaite. Mais on va chercher les petites luttes au jour le jour, particulier contre particulier. C'est ça le woke pour moi. Donc c'est l'individualisme poussé à son extrême, c'est ça ? Oui, c'est ça. Ouais. Qui va chercher à lutter contre les dominants à son niveau, et particularité contre particularité. Je pense que ça n'ira pas loin parce que c'est tellement fou. Le wokisme, c'est tellement fou que d'ailleurs c'est déjà en train de se défaire. On a vu les limites, notamment aux États-Unis. Oui. La victoire de Donald Trump, en partie, c'est lié à ça. C'est lié à un rejet. Parce que franchement, c'est trop. Donner les postes importants à des gens juste sur leur couleur de peau, c'est pas tenable, si vous voulez. C'est pas... Le principe des genres aussi, qui a été aboli par tout Donald ça est Trump. pas tenable. Dire que, l'histoire du genre, l'histoire de la transformation d'un homme en femme et inversement. C'est vraiment de la poudre aux yeux, c'est complètement aberrant, c'est de la fiction. Donc, comment ça, de la fiction ? Pour vous, c'est pas possible, tout ce qui est transgenre n'existe pas. Si vous voulez, on peut couper des organes, mais vous avez toujours les gènes. On le voit bien au niveau du sport. Donc, c'est pas, quand on vous dit un homme est enceint, c'est pas vrai. En fait, c'est une femme. Donc, si vous voulez, tout ça, c'est de la fiction. Alors ça, quand vous dites ça, les gens vont vous taxer de transphobie, par exemple. Oui, je sais bien, mais je suis taxé de transphobie. Je regarde plus mon Wikipédia depuis 15 ans parce que je sais qu'il doit y avoir toutes sortes d'horreurs, mais je m'en fous. Pour vous, non, il n'y a que deux genres, et après, tout ça est une chimère, en fait. Il y a évidemment 1 ou 2% disons, de gens qui sont entre les deux, d'une manière ou d'une autre. Et naturellement, ça existe, et personne ne veut écraser ces gens-là, ni dire qu'ils n'existent pas. Et c'est très important de s'occuper d'eux. Mais enfin, dans l'ensemble, il y a 2 genres, et puis c'est tout. Ce qu'a dit Trump récemment en disant arrêtez. Mais justement, derrière le wokisme aussi, particulièrement sur cette thématique du transgenrisme, il y a l'idée d'un homme nouveau aussi. Oui, parce que tout ça s'enclenche dans les idées du posthumanisme et du transhumanisme. Ils sont un peu différents, mais donc effectivement, il y a l'idée de l'homme nouveau. Il y a toujours cette utopie occidentale quand même qui est un peu sous-jacente, si vous voulez. Alors, je ne pense pas qu'elle touche énormément d'individus, mais quand même, elle est assez présente. Et on la retrouve chez Elon Musk ou dans des choses comme ça, dans la Silicon Valley. Ça existe aussi. J'ai fait un chapitre à la fin de mon livre là-dessus, sur toutes ces utopies qui sont en fait universalistes, qui sont des expressions de l'universalisme. Le risque étant bien sûr dans le transhumanisme de perdre l'humain, de dire finalement on va beaucoup trop loin là aussi dans cette volonté de l'homme nouveau. Bien sûr, mais enfin on n'en est pas là. Moi j'y crois pas à toutes ces choses. Je pense que ça reste largement des fictions, même si on a besoin des fictions. Mais moi je suis pas du tout pour abolir toutes les fictions et rester juste dans un monde complètement à plat où on peut tout toucher. Non. Je pense que les fictions, c'est les mythes, les contes pour enfants, je veux dire le conte de Grimm, tout ça est important. Et je pense que là, vous avez des fictions. Simplement, il faut faire attention quand même à pas vivre uniquement dans la fiction, parce que sinon, alors, on se détruit soi-même. Il faut quand même aussi avoir un pied dans la réalité. Vous pensez qu'Elon Musk a encore un pied dans la réalité ? Je sais pas, je sais pas si je peux avoir une opinion vraiment très très intéressante sur cet individu qui me paraît tellement étrange. Je sais pas. Bah oui, quand même, parce que c'est lui qui est en train d'essayer de raconter beaucoup d'histoires sur l'homme sur Mars. Mais vous savez, on vit toujours plus ou moins sur des histoires. Vous savez, l'histoire de la destinée manifeste, c'est quand même aussi une fiction. Les États-Unis, en fait, vivent sur cette fiction depuis qu'ils sont là. Donc, vous voyez, on a toujours... Les Lumières, en France, ça a été quand même largement des fictions, même si ce sont des fictions quand même qui incitent à avancer. Et c'est important d'avoir des rêves. Qui ont inspiré la Constitution américaine, le marxisme. Donc, c'est important aussi. C'est important aussi. Il ne faut pas non plus les détruire ni les ridiculiser trop.
Mais bon, faut pas qu'elle prenne toute la place non plus. Bon, on va marquer une courte pause et se retrouver pour la dernière partie de l'émission pour parler de ces particularismes, mais aussi des grands concepts qui régissent les vies humaines que sont les nôtres. À tout de suite sur Sud Radio. Alexis Poulain, sans réserve, l'invité. Et on se retrouve avec Chantal Delsol, notre invitée, membre de l'Institut et auteur de Insurrection des particularités aux éditions du Cerf, pour parler de ces particularités et de la société telle qu'elle est aujourd'hui. On parlait de cette volonté morale de l'égalité qui a régi nos sociétés, qui peut aboutir dans un certain narcissisme qui est, ce que vous dites, en fait une période normale de l'enfance. Est-ce qu'il n'y a pas une volonté aussi dans nos sociétés contemporaines de maintenir les adultes dans l'âge de l'enfance ou de la préadolescence et d'avoir tout le temps des adultes qui n'en sont pas? Ça, c'est un petit peu le fruit des périodes de grand confort. 70 ans de confort, de paix et de liberté, vous vous rendez compte, c'est pratiquement quelque chose qui n'arrive jamais. Jamais, oui. Donc, fatalement, on s'enfonce un peu dans ce confort général, confort aussi bien matériel que spirituel d'ailleurs. Et donc, on a tendance à moins grandir. C'est pour ça qu'on a ce qu'on appelle les adolescents. Oui. Ouais. C'est un peu inquiétant parce que le jour où le danger arrive, ça va être le cas peut-être maintenant, je ne sais pas ce que deviennent ces adolescents. J'ai comme tendance à penser, parce que je suis plutôt optimiste, contrairement à ce qu'on me dit parfois que je suis pessimiste. Non, je ne suis pas pessimiste, je suis plutôt optimiste. Je pense que si une guerre nous tombait dessus aujourd'hui, je pense que la plupart d'entre nous se redresseraient très vite et comprendraient que voilà, que on n'était pas dans la réalité avant et ils iraient prendre... utiliser la force qu'il faut utiliser, je pense. Mais enfin, là, c'est vrai que quand on s'enfonce dans le confort de Capou, c'est ça, c'est Capou, en fait. C'est-à-dire, c'est l'abondance, finalement. Oui, c'est ça, c'est le confort, c'est la mondialisation heureuse. Enfin, c'est pas vrai pour tout le monde. Non, il y a eu ses limites. Beaucoup de gens qui en souffrent. On a vu quand même, une partie de la population française crier, les gilets jaunes, la paupérisation, la difficulté aussi. Elle est là pour beaucoup. Mais globalement, le modèle social promeut toujours cette idée d'égalitarisme, de chance pour tous et de confort, avec le refus aussi du politique pour beaucoup. Ça, l'égalitarisme, c'est quand même très français. Ouais. Oui, c'est particulièrement français. Alors, c'est vrai que c'est un principe des Lumières, mais en France, ça a particulièrement bien pris. Enfin, on est quand même un pays où le communisme a failli prendre le pouvoir en 47. Il faut quand même pas l'oublier. On est un pays où le Parti communiste a été très puissant pendant très longtemps, et où il existe encore. Parce que c'est extraordinaire qu'un parti puisse encore se dire communiste aujourd'hui. Vous savez, on disait toujours que le dernier pays léniniste, ce sera la France, et c'est pas complètement faux. On est quand même un pays très égalitaire, où vraiment l'égalitarisme a ses lettres de noblesse presque dans tous les milieux. Parce que c'est l'héritage des Lumières, ça, justement. C'est l'héritage des Lumières, c'est l'héritage de 93. En fait, la France, c'est pas le pays 89, c'est le pays 93. Je pense. Et ça, c'est aussi, ça fait partie de ce que vous dites, de se raconter des histoires. On a besoin de ces fables, de se dire un jour on aura ce gouvernement égalitaire mondial qui fera que les hommes seront tous égaux. Sans c'est le rêve français. Oui, c'est le rêve français. Donc je pense qu'il faut le prendre comme tel, parce que si on se révolte on peut pas se révolter complètement contre la mentalité d'un peuple. Les deux caractéristiques de la France, c'est qu'elle est égalitariste et centraliste. Jacobine. C'est ça, la France. Donc mais ça amène beaucoup de problèmes, cette centralisation, cette vision des choses. Ça va trop loin, donc c'est toujours pareil. Tout excès apporte des problèmes, c'est sûr. Mais en soi, c'était pas forcément au départ une mauvaise chose. Ça a été, disons, un caractère national. On peut pas se révolter contre un caractère national, mais quand ça va trop loin, forcément, ça crée des dégâts. Et ces dégâts, aujourd'hui, on les voit dans l'état économique de la France, les questions aussi, la peur de lancer un débat sur l'identité nationale aussi. Systématiquement, ce terme-là est vu comme dangereux, comme s'il ne fallait pas se poser de questions sur qui on était quand on était français. Est-ce que vous trouvez ça normal? Oui, parce que la notion d'identité, c'est la notion d'enracinement. Et l'être humain, on parlait tout à l'heure de la tragédie humaine, c'est-à-dire du fait que nous sommes constamment coincés dans des contradictions. Nous sommes coincés dans une contradiction entre l'enracinement et l'émancipation. Nous voulons nous émanciper, et surtout parce que nous sommes quand même la civilisation des Lumières.
Mais nous avons besoin d'enracinement, parce que nous avons besoin de savoir d'où nous venons, pourquoi nous appelons comme ça, quelle langue nous parlons, etc. Et quelle est notre histoire, et qu'ont fait nos ancêtres, etc. Et nous sommes responsables de notre histoire. De même que nous sommes responsables de notre avenir aussi. Bon, voilà. Nous sommes coincés entre les deux, mais il y a une espèce de doxa qui veut qu'il n'y ait pas d'enracinement, qu'il n'y ait que de l'émancipation. Et d'ailleurs, l'Europe est absolument typique, puisque l'Europe a quand même refusé qu'on décrète, qu'on affirme nos origines, notamment nos origines chrétiennes, et qu'on ne soit enraciné que dans l'avenir. C'est ça l'Europe. On ne peut pas être enraciné que dans l'avenir. Nous avons un enracinement historique. Et après, nous avons besoin d'émancipation, nous avons besoin des deux. Mais il y a une volonté en France, notamment, ce qui correspond bien avec avec la gauche gouvernante, enfin la culture de gauche qui gouverne, il y a une volonté de supprimer les identités comme enracinement, de ne pas en tenir compte, de faire comme si elles n'existaient pas. Et je pense que la révolte qui, en Amérique, mène Trump au pouvoir, et qui aujourd'hui mène en France, enfin développe en France la droite qui se développe de plus en plus, c'est justement le besoin d'identité et d'enracinement qui se fait sentir. Nous ne pouvons pas seulement être enracinés dans l'avenir, ça n'existe pas, ça. Non, c'est impossible, mais... C'est pas possible. Justement, est-ce qu'il n'y a pas... la limite à ça, c'est de se dire, finalement, il y a une absence de réflexion, il y a aussi une culture historique extrêmement paupérisée, on oublie tout de notre histoire, avec la question centrale de l'éducation nationale. Finalement, qu'est-ce qu'on apprend aux enfants de leur histoire à l'école de la République? On a recréé une histoire qui n'est plus linéaire, mais qui est thématique, qui est absolument incroyable, parce que les enfants ne savent plus si Vercingétorix et Napoléon sont à la même date ou pas, enfin des choses comme ça. Donc effectivement, tout a été fait, si vous voulez, pour diluer la durée. Donc, effectivement, ça ne va pas arranger les choses. Bon, cela dit, les problèmes de l'éducation nationale, oui, c'est encore un autre... Non, mais là, je parle que de l'histoire, je parle pas de tous les problèmes, mais sur l'aspect historique, on voit, quand on pose des questions à des plus jeunes, qu'ils n'ont aucune culture historique. C'est vrai, mais c'est parce que, effectivement, on a voulu organiser la science historique comme une espèce de grande histoire... de grands contes. Le récit national. Oui, c'est ça. C'est ça, en fait, la faute première, de vouloir faire un récit. Oui, en partie. Je pense que tout ça a été finalement très mal fait, alors que avant, effectivement, on avait des dates, on avait des choses bien simples qu'on apprenait par cœur. On a voulu sortir de ça, mais je pense que c'est pas une bonne affaire, en effet, de sortir de ça. Non, c'est compliqué, mais enfin, on peut voir aussi le temps finalement très court. Quand on regarde le nom des places, des rues, des stations de métro, finalement, c'est peu d'histoire par rapport à toute l'histoire française. Il y a ça aussi, ce petit enracinement finalement qui remonte pas assez loin. Oui, je pense que c'est très dommage qu'on ne veuille pas considérer l'histoire. Est-ce qu'il n'y a pas aussi on parlait des nouvelles morales, une place qu'a pris le progrès pour remplacer la religion, en disant finalement la culture du progrès va être ce qui va être le moteur des peuples, et puis c'est la science, c'est un peu le 19e siècle scientiste qui a pris le relais et qui aujourd'hui est encore un peu le tenant des sociétés occidentales. Ça, oui, évidemment, c'est très occidental. Cette idée de progrès, elle vient de très loin. Elle vient des pères de l'Église, et puis après, elle se développe au monde des Lumières d'une autre façon, mais en s'appuyant toujours sur les mêmes fondements. Et ça, c'est un peu notre marque de fabrique, la marque de fabrique de l'Occident. Mais c'est pas suffisant, parce que nous sommes toujours au fond ancrés dans des morales qui sont des morales communes, des morales universelles. Et donc, il ne suffit pas de vouloir le progrès, il faut aussi être ancré dans des morales. Mais est-ce qu'aujourd'hui, les morales sont pas... Il n'y a pas une OPA des religions sur les morales quand on voit le retour du religieux et de certaines religions notamment qui ont un succès chez les plus jeunes, est-ce que c'est pas là aussi le retour du religieux qui se joue? Comme nous sommes dans une période complètement où toutes les contradictions existent, parce que à la fois le christianisme et la rationalité moderne se sont un petit peu effondrés, donc beaucoup de courants se développent. Donc on voit effectivement des religions qui se redéploient ou qui se déploient de façon excessive, comme l'islam,
qui peut se déployer de façon excessive. C'est-à-dire comment ça excessivement De façon radicale, systématique, qui peut se déployer. Une lecture rigoriste. Voilà, des lectures rigoristes. On voit d'ailleurs aussi des lectures rigoristes au niveau du christianisme aussi. Et puis on voit en même temps se déployer une morale, alors sans aucune religion, qui prend la place de la religion, comme ça arrive souvent quand les religions s'effondrent. C'est une morale qui vient et qui en fait prend la place de la religion. On voit une morale omnipotente. Regardez la vertu toute puissante qui fait que voilà, vous pouvez plus poser la main sur l'épaule d'une femme sans être immédiatement attaqué. Ou la morale dans les relations internationales qui prend le place sur la réelle politique comme si tout devait être morale. Merci beaucoup Chantal Delsol d'avoir été avec nous pour parler de l'insurrection des particularités, un livre aux éditions du CERF. On reparlera de ces sujets-là qui sont vraiment clés dans la société. Dans un instant sur Sud Radio, vous retrouvez Brigitte Lahaye qui parle justement de l'éducation à l'école, la bonne éducation à l'affectif et à la sexualité, un autre débat que nous n'avons pas abordé mais qui passionne également les Français. À tout de suite sur Sud Radio.